Alors, nous allons commencer donc la partie 5 qui correspond donc à l'étude de l'appareil respiratoire et des échanges gazeux. Alors, le premier chapitre, le chapitre 5.1, correspond à l'organisation et fonction de l'appareil respiratoire. Alors, tout d'abord, au niveau des capacités exigibles au baccalauréat. Alors, vous voyez que la liste est assez longue. Tout d'abord, à partir d'un schéma donc de l'appareil cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire, vous devez être capable d'identifier les différents organes de la cavité thoracique. Ensuite, on vous demande de relier justement la composition des tissus, des organes et leurs fonctions. Ensuite, au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, notamment à partir d'un schéma par exemple, on vous demande d'identifier les différents éléments qui la constituent. Ensuite, toujours à propos de la barrière alvéolo-capillaire, il faut faire le lien entre sa structure, c'est-à-dire son organisation, et sa fonction. Ensuite, pour la partie échange des gaz respiratoires, on vous demande, a priori à partir de valeurs numériques, de justifier le sens de la diffusion des gaz respiratoires. Ensuite, vous devez connaître les différentes formes de transport du dioxygène. Ensuite, vous devez être capable de schématiser la molécule d'hémoglobine, donc au niveau moléculaire. Et ensuite, sur ce schéma, indiquer le site où se fixe le dioxygène. À partir de courbes qui expriment la saturation de l'hémoglobine en dioxygène, donc en pourcentage, en fonction de la PO2, donc la pression partielle en dioxygène, vous devez être capable de finalement d'identifier la quantité de dioxygène fixée au niveau des poumons et celle qui est libérée au niveau des tissus, donc dans certaines conditions. Donc on verra, ça peut être au repos ou lors d'un exercice physique. Ensuite, à partir des courbes, on peut également vous présenter différentes courbes avec des pH différents, des PCO2 différentes ou des températures corporelles différentes. Et ainsi, on peut vous demander de trouver l'influence de ces trois paramètres sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène. On peut également vous demander de justifier l'intérêt des modifications lors d'une activité musculaire, une activité physique. On vous demande ensuite de connaître les différentes formes de transport du dioxyde de carbone et ensuite pouvoir les comparer à celles que l'on a vues déjà pour le dioxygène. Ensuite, on verra la respiration cellulaire et vous devez être capable de repérer les molécules qui sont consommées lors de ce procédé et les molécules qui sont produites. Et enfin, vous devez être capable de préciser la localisation du processus de la respiration cellulaire. Alors, on va commencer donc le cours en s'intéressant à l'organisation anatomique de l'appareil respiratoire. Donc, sur votre cours, vous avez donc le document 1 qui montre bien l'organisation anatomique de l'appareil respiratoire. Alors, vous avez un schéma qui est partagé en deux parties. Tout d'abord, vous avez la partie haute ici, avec 3 flèches, et la partie basse. D'accord ? Donc, ce qui est représenté ici à gauche, c'est donc l'inspiration, donc l'air qui rentre donc au niveau de l'appareil respiratoire. Ensuite, on a les éléments anatomiques qui n'appartiennent pas à l'appareil respiratoire, mais qui aident à la respiration, c'est-à-dire donc les côtes qui sont ici en coupe. On a les muscles intercostaux, donc c'est-à-dire les muscles qui sont localisés entre chaque côte, qui permet le mouvement de la cage thoracique. Et au milieu, on a donc le cœur avec ses gros vaisseaux. Alors, sur la partie droite du schéma, on a donc les termes qui correspondent à l'appareil respiratoire. Alors, on va commencer donc par la première partie ici, qui est donc la partie où entre finalement l'air inspiré. Donc, cette partie correspond à la cavité nasale. Alors, sur ce schéma, ça n'a pas été indiqué, mais l'air peut également rentrer par la bouche, donc la cavité buccale. Ensuite, la deuxième flèche correspond à la progression de l'air dans l'appareil respiratoire, donc qui va arriver jusqu'au niveau du larynx et continue son trajet jusqu'au pharynx. Alors ces trois organes, ces trois parties de l'appareil respiratoire sont dans la partie haute, c'est-à-dire au niveau du cou et de la tête. On appelle ça donc la voie aérienne supérieure. Une fois que l'air continue son trajet au-delà du pharynx, il va donc arriver au niveau de la trachée ou la trachéartère. Ensuite, vous voyez que les conduits vont se partager en deux
en deux bronches, donc bronche droite et bronche gauche, en fonction justement du poumon droit et gauche. Les bronches vont à leur tour se ramifier en conduits plus petits qu'on appelle donc les bronchioles. Ensuite, vous voyez ici, alors j'ai remis un trait rouge autour, donc c'est une partie des poumons, d'un poumon. C'est ce qu'on appelle le lobule pulmonaire. Et enfin, au bout justement des bronchioles, on a donc les alvéoles pulmonaires. Alors, toutes ces parties-là que l'on vient de voir sont dans la partie basse, c'est-à-dire dans la partie thoracique, donc la cavité thoracique. On les appelle ainsi les voies aériennes inférieures. Alors, d'autres termes sont sur ce schéma, notamment ici la plèvre. Donc la plèvre, ici, c'est une membrane qui recouvre, on voit ici, qui recouvre l'ensemble de chacun des poumons, et on le verra dans la suite du cours, qui a un rôle protecteur. On a un autre ici, comment dire, une autre flèche qui indique ici le diaphragme, qui est donc un muscle qui permet donc la respiration. Alors justement, la respiration, tout d'abord, elle se fait grâce à l'appareil respiratoire. Alors l'appareil respiratoire, donc la respiration se fait sans faire intervenir donc vraiment nos pensées, donc ça se fait de façon automatique et inconscient. Et ensuite donc ça se fait par des mouvements respiratoires qui donc ici correspond à l'inspiration et ici l'expiration, donc ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire. Voilà les 3 points généraux à retenir sur la respiration. Alors, pour détailler un petit peu plus donc l'appareil respiratoire. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'appareil respiratoire est donc partagé en différentes parties. Tout d'abord, donc les voies aériennes. Alors, les voies aériennes, donc ça commence au niveau donc de la cavité buccale, le larynx, le pharynx, la trachée, bronches et bronchioles et alvéoles. Donc les voies aériennes, donc dans votre cours, vous pouvez donc compléter. Les voies aériennes sont les organes qui conduisent l'air extérieur, donc l'air qui vous entoure, que vous inspirez, jusqu'au bout de l'arbre bronchique. Et donc les parties qu'on retrouve au bout de l'arbre bronchique, ce sont les alvéoles pulmonaires. Donc voilà la première partie de l'appareil respiratoire, ce sont les voies aériennes. Donc là on parle des voies aériennes supérieures et inférieures. Les deux parties, donc dans la tête, le cou et le thorax, permettent de faire entrer l'air dans les poumons, donc jusqu'au bout de l'arbre bronchique. Ensuite, l'appareil respiratoire, donc les voies aériennes, pardon, sont partagées en deux, on l'a vu. Donc les voies aériennes supérieures, donc elles ont des rôles différents. Voies aériennes supérieures, celles qui vont conduire l'air, donc l'air ambiant. Elle va donc tout d'abord le réchauffer à 37 degrés qui correspond à la température corporelle. Elle va également le filtrer pour enlever tout ce qui est poussière et bactéries. Et elle va également l'humidifier, qui permet ensuite son entrée dans les poumons. Ensuite, on a les voies aériennes inférieures qui ont donc des autres rôles, puisque le but c'est d'emmener l'air donc des voies aériennes supérieures jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Alors à titre indicatif, je vous précise ici qu'il y en a à peu près 300 millions. Et en fait, ces alvéoles pulmonaires, on le verra plus tard dans le cours, elles représentent une surface d'échange entre le sang et l'air, donc l'air de l'environnement, de 80 mètres carrés. Donc voilà pour les voies aériennes. Ensuite, l'appareil respiratoire est constitué également donc, des principaux organes qui sont donc les poumons. Alors les poumons, vous avez un petit paragraphe donc, dans votre cours que j'ai donc copié ici. Donc les poumons qui sont des organes donc, qui peuvent se gonfler et se dégonfler, donc ils sont élastiques. Ils sont divisés, alors justement, et n'ont pas la même division, on verra de chaque côté. Ils sont divisés en lobes. Puis chaque lobe, on l'a vu dans le schéma, le document 1 sur l'anatomie de l'appareil respiratoire, chaque lobe est également divisé ensuite en lobules, donc en petites unités plus petites, constituées donc d'alvéoles pulmonaires. Ensuite, on vous dit que les poumons sont irrigués par du sang provenant du cœur, et lorsque ce sang arrive au niveau des alvéoles pulmonaires, dans de fins vaisseaux appelés des capillaires, il y a alors des échanges qui se font entre l'air et le sang.
donc au niveau du capillaire. Donc ça, on le verra plus tard dans le cours. Alors justement, pour apporter ce sang jusqu'à l'appareil respiratoire, il y a donc des relations importantes entre l'appareil respiratoire et l'appareil cardiovasculaire. Alors vous avez sur ce schéma donc la représentation schématique que l'on a déjà vue dans un chapitre, entre donc les poumons en haut, le cœur au centre et un organe qui peut être à la fois les poumons aussi, hein, qui reçoivent également du sang, mais également un muscle. Donc vous avez ici en rouge représenté le sang hématosé, donc c'est-à-dire du sang riche en dioxygène et pauvre, appauvri en dioxyde de carbone, et le sang représenté en bleu ici, qui est donc du sang non hématosé, c'est-à-dire enrichi en dioxyde de carbone et appauvri en dioxygène. On vous présente également les principaux vaisseaux. Alors vous avez ici la circulation sanguine entre justement les poumons et le cœur, donc à sens unique. On va s'intéresser justement aux deux circulations sanguines. Alors la première, vous l'avez ici, donc c'est le paragraphe de votre cours que j'ai copié, donc on l'appelle grande circulation. Alors la grande circulation, c'est celle où le sang parcourt une plus grande distance. Donc c'est celle qui est dans la partie basse du document ici. C'est ce qu'on appelle une circulation systémique, puisque cette circulation va irriguer tous vos systèmes, tous les systèmes du corps humain. D'accord ? Et le fait d'apporter le sang dans tous vos systèmes, c'est de nourrir toutes les cellules qui constituent vos organes. Donc c'est une circulation qui a un rôle nutritionnel. Alors je l'ai dit tout à l'heure en présentation du schéma, c'est qu'en bas on écrit un organe, ça peut être un muscle, mais également les poumons. Donc en fait, les poumons reçoivent également du sang hématosé, puisqu'il va pouvoir ensuite donc nourrir ses propres cellules. Alors justement, donc grâce aux artères bronchiques, les poumons reçoivent du sang hématosé. Donc il y a des gaz respiratoires qui vont être échangés, et donc les poumons récupèrent de dioxygène et des nutriments, et donc il y a du sang non hématosé qui quitte les poumons par les veines bronchiques cette fois-ci. Et donc elles vont rejoindre la veine cave supérieure pour rejoindre ensuite les poumons par la circulation pulmonaire. Donc justement, vous avez ici donc la représentation schématique de la circulation systémique. Donc vous avez ici les poumons en rose, donc poumon droit et poumon gauche. Donc on part du cœur. Donc ici, vous voyez que ici le. Alors, je vais prendre le stylo. Donc le sang ici va partir. Voilà, donc le sang va partir du ventricule gauche. Donc là, vous avez le sang qui va partir évidemment vers les autres organes. Mais on voit qu'au niveau de l'aorte, on a donc au niveau de la crosse aortique une partie du sang hématosé qui va au niveau donc du poumon droit et une autre partie vers les poumons gauche. Le poumon gauche. Ensuite, on a donc les échanges gazeux. On verra justement une partie ultérieure du cours. Et une fois qu'il y a des échanges gazeux, le sang donc non hématosé va quitter donc chacun des poumons pour retourner donc au niveau de l'hémichœur droit. D'accord ? Donc c'est la circulation systémique comme on l'a déjà vu dans un chapitre précédent, mais vous le faites au niveau des poumons. Ensuite, j'ai remis donc le schéma de la circulation sanguine, donc la double circulation sanguine. Et on a donc une seconde circulation qui est donc la petite circulation, puisque le trajet parcouru par le sang est beaucoup plus court. C'est ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. Donc c'est celle qui est dans la partie haute du schéma ici. Elle n'a plus un rôle nutritionnel, puisqu'en fait elle a un rôle fonctionnel dans les échanges des gaz respiratoires. Donc grâce à cette circulation, les poumons ne vont pas récupérer du dioxygène et du nutriment pour nourrir et oxygéner ses propres cellules. Il va donc récupérer ce sang de la circulation pulmonaire pour permettre les échanges respiratoires, donc entre l'air qui arrive au niveau des poumons et le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc là, pour résumer, elle permet donc au sang non hématosé provenant des organes d'être épuré, donc débarrassé de son dioxyde de carbone, le CO2, on verra, hein, qui est un déchet,
et se recharger en dioxygène, donc l'O2, et de devenir du sang hématosé qui sera à nouveau transporté vers les différents organes. Donc, je répète, on est dans la partie haute. Donc ici, il y a du sang, je reprends le stylo, il y a donc du sang non hématosé qui arrive, il est en bleu. Il y a ensuite au niveau des poumons les échanges respiratoires et à la sortie des poumons, on a du sang hématosé qui va repartir ensuite au cœur, qui va ensuite, lui, le renvoyer aux autres organes. Vous voyez, les deux circulations, évidemment, sont l'une après l'autre. Alors ensuite, au niveau des poumons, donc si on continue le paragraphe, le deuxième paragraphe, un réseau de capillaires pulmonaires se trouve autour de chaque alvéole pulmonaire. Donc on le verra un peu plus tard, c'est en fait, les alvéoles, ce sont des petits sacs, et ces petits sacs sont vraiment recouverts comme un petit filet, donc un réseau de capillaires, donc des vaisseaux très très fins. Et c'est au niveau de ces vaisseaux sanguins très fins qu'ont lieu les échanges gazeux qu'on appelle donc l'hématose. Alors, pour toujours donc justement sur ces relations-là, on va donc écrire la définition de l'hématose. Attention, ce n'est pas hématosé, c'est hématose, donc sans accent. C'est donc l'ensemble des échanges gazeux. Donc je vous laisse noter et n'hésitez pas, si c'est trop rapide, de mettre pause sur la vidéo. Alors, on va voir justement le schéma qui correspond au document 2, mais cette fois-ci donc sur la circulation pulmonaire. On retrouve donc nos poumons droit et gauche. On a notre cœur ici sous forme de carré, donc partagé en deux, hémichœur droit, hémichœur gauche, avec du sang hématosé à gauche et du sang non hématosé à droite. Donc là, on part, ici cette fois-ci, comme tout à l'heure, là on s'était arrêté, donc je vais prendre le stylo. Donc le sang non hématosé était dans le ventricule droit. Le ventricule droit donc se contracte et envoie du sang donc dans la partie dans le poumon gauche et dans le poumon droit et le poumon gauche. Ensuite, on a les échanges gazeux qui vont se faire. On verra, ce ne sont pas les mêmes que dans le premier schéma. Et là donc, cette fois-ci, après les échanges gazeux, c'est du sang donc hématosé qui retourne donc vers le cœur, donc l'hémichœur gauche, qui lui va ensuite les envoyer à nouveau par la circulation systémique vers les autres organes pour oxygéner et envoyer donc leur donner des nutriments. Alors, on va voir ensuite la partie donc histologie des organes de l'appareil respiratoire et leurs fonctions. Alors, vous avez le document 4 qui est donc la représentation schématique et des observations microscopiques des voies respiratoires. Alors là, un schéma assez complet. Donc on retrouve ici au centre donc l'appareil respiratoire avec en bleu donc le nom des différentes parties donc des voies aériennes. On commence par la trachée, ensuite on verra donc les bronches et les bronchioles et on terminera par les alvéoles pulmonaires et la barrière alvéolo-capillaire. Donc déjà sur ce schéma-là, vous avez quand même beaucoup d'informations, notamment sur la constitution de la trachée, des bronches, bronchioles et alvéoles, et ensuite le fait d'avoir ces différents schémas sur le même document permet de comparer, donc d'avoir les points communs et les différences entre les différentes parties des voies respiratoires. Alors je reprendrai dans la suite du cours des petites captures d'écran, des petites parties de ce document pour illustrer donc les différents paragraphes du cours. Alors justement, on va s'intéresser tout d'abord à l'histologie de la trachée et de sa fonction. Donc si on regarde bien au niveau du schéma, donc ici vous avez, alors je vais reprendre le stylo pour que ce soit plus facile à suivre. Donc en fait, vous avez la limitation, donc la paroi de la trachée, elle est ici, d'accord? Donc ce trait que je viens de faire ici, c'est le même ici. Donc on a quand même une paroi assez épaisse, même très épaisse, d'accord? Donc première chose, elle est très épaisse. Deuxième chose, on voit qu'elle est faite de plusieurs couches, d'accord? Alors, on va prendre de l'extérieur vers l'intérieur. Alors là, on est l'intérieur, c'est la lumière de la trachée, donc là où l'air passe. Alors, on voit ici que dans la partie, donc c'est plutôt ce qui est en rose, en tout cas plus foncé. Donc ça correspond à ce qu'on appelle l'adventice. Donc l'adventice, c'est donc la partie qui entoure la trachée, d'accord?
Ensuite, on a une couche épaisse de cartilage. Donc le cartilage, hein, c'est un tissu qui est un tissu conjonctif, donc qui donne cette rigidité à la trachée. Ensuite, on a donc des glandes séromuqueuses, d'accord? Donc on voit ici par ces petits renflements en rouge, on verra justement à quoi elles servent. Et enfin, en contact avec la lumière, on a ce qu'on appelle un épithélium, d'accord? On verra, donc c'est un tissu simple qui fait donc le tour de la trachée. Et on voit ici, ce qui est assez particulier pour la trachée, c'est qu'en fait, le disque de cartilage n'est pas complet, hein, vous voyez qu'il est en forme de fer à cheval, hein, par exemple, et au milieu ici, là, dans cette partie-là, vous avez un muscle trachéal. On verra justement à quoi sert ce muscle. Alors, si on fait donc apparaître le cours correspondant, donc la trachée, donc c'est un conduit tubulaire, c'est-à-dire donc creux, en forme de tube, qui est donc rigide, et la paroi comporte 4 couches concentriques, donc en cercle, d'accord, qui lui permettent d'assurer ces 3 fonctions. Donc comme c'est une des premières parties que l'air va rencontrer, il va donc filtrer l'air, l'humidifier et également conduire l'air dans la partie inférieure des voies aériennes. Alors, les 4 parties, vous avez en fait les noms ici qui sont en gras. Vous avez tout d'abord la muqueuse, la sous-muqueuse, la tunique moyenne et l'adventice. D'accord? Donc, il faut absolument retenir ces noms-là et dans l'ordre. Donc là, on est vraiment, cette fois-ci, attention, quand on descend comme ceci, on est de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Donc tout d'abord, la muqueuse, c'est ce qui était en violet, ici en bleu, au centre, hein, au contact de la lumière. Donc on l'a vu, c'était un tissu donc épithélial. Alors la nouveauté ici, qu'on ne voit pas forcément sur le schéma, c'est que ces cellules sont ciliées. Et on le voit, on ne voit pas tout à fait ici, ce sont des cellules calciformes. Alors, on va l'expliquer justement. Donc tout d'abord, les cils, à quoi ils servent? Ils sont orientés vers la lumière, c'est-à-dire que là, si vous zoomez un petit peu, vous avez donc des petits cils qui sont orientés vers la lumière de la trachée et donc vont propulser le mucus. Alors le mucus, c'est une sécrétion un peu visqueuse à la surface de la trachée. Alors justement, d'où vient ce mucus? Ce sont les cellules calciformes qui vont sécréter ce mucus. Donc justement, le mot qui manque ici. Donc les cellules calciformes sont des cellules qui sécrètent le mucus. Alors on ne le voit pas ici, mais on peut très bien mettre ici quelques cellules calciformes sur notre schéma. Donc il y en a quelques-unes comme ça de temps en temps. D'accord? Le mucus se charge donc des particules inhalées et ensuite il va vers le pharynx grâce aux cils et les déglutit. Donc les cils et les mucus au niveau des muqueuses sont vraiment très importants puisqu'ils vont filtrer l'air qui a été inspiré. Ensuite, on a une sous-muqueuse. Alors la sous-muqueuse, elle, c'est la partie vraiment violet bleu pâle. C'est elle qui renferme justement ces fameuses glandes qui sont ici les glandes séromuqueuses qui sécrètent le mucus et des vaisseaux sanguins. Donc le mucus ici. Donc en fait, les cellules calciformes, si vous voulez, c'est celles qui sont à la base des glandes ici. Donc vous avez des glandes qui produisent du mucus et ensuite elles sont déversées ou sécrétées par les cellules calciformes qui se trouvent dans l'épithélium. Donc la sous-muqueuse, donc ces glandes sécrètent le mucus et des vaisseaux sanguins. C'est vrai que là, les vaisseaux sanguins, on les voit ici. Alors la tunique moyenne, donc on est dans la couche encore inférieure, elle est constituée d'anneaux de cartilage incomplets en forme de fer à cheval, dont les bords sont reliés par le muscle trachéal. Donc grâce à ce cartilage, on voit que la trachée, en fait, c'est ce qui rend la trachée rigide. Et donc la trachée a juste un rôle de conduction d'air, d'accord, puisque la paroi est très épaisse et elle est rigide. Et enfin la partie un peu plus foncée, donc à l'extrémité ici, donc c'est l'adventice. Donc elle est constituée de tissu conjonctif, elle assure la protection de la trachée et son adhérence aux organes environnants.
On va s'intéresser maintenant à l'histologie des bronches et bronchioles avec leurs fonctions. Donc, en fait, il faut comparer à la trachée. Donc, les bronches et bronchioles sont en bas. Donc, on se rend compte, si on compare la trachée aux bronches, c'est que déjà le cartilage est fragmenté. Donc, on a un adventice. Hein. On a le cartilage, il n'est plus en fer à cheval, mais il y a des petits fragments comme ça qui font tout le tour. Donc, il est un peu segmenté, fragmenté. On a ensuite des cellules qui apparaissent ici en rouge. Ce sont des cellules musculaires lisses, circulaires, qui font tout le tour des bronches. Et on retrouve par contre notre épithélium ici avec la partie sous-muqueuse, avec les capillaires sanguins et les cellules calciformes. Ensuite, si on regarde les bronchioles, on voit qu'il n'y a plus du tout de cartilage. Donc vous voyez que la paroi est beaucoup plus fine. Donc il n'y a plus de cartilage, la lumière est donc un peu plus grande, et on a des muscles circulaires qui sont un peu plus développés par rapport aux bronches, et on a toujours donc notre adventice et notre épithélium donc au contact de la lumière des bronchioles. Donc là, l'histologie des bronches est proche de celle de la trachée, c'est-à-dire qu'elle possède les mêmes couches, mais moins épaisses. Donc ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure que l'on passe de la trachée, bronche et bronchiole, donc il y a des parties qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, et globalement, la paroi, l'épaisseur de la paroi de chaque partie va diminuer. Alors ce diapo, j'ai juste laissé les bronches et les bronchioles pour pouvoir remplir, donc compléter le cours. Alors au niveau des bronches et des bronchioles, il y en a plus. Il y a en plus donc des muscles lisses circulaires qui permettent à ces conduits, donc que ce soit des bronches et des bronchioles, de faire varier leur diamètre. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir donc se rétrécir, un diamètre plus petit ou un diamètre plus grand. Alors j'ai refait des schémas et j'ai repris des documents pour expliquer ces deux variations. Tout d'abord ici, vous avez donc une bronche saine. On retrouve ici donc l'adventice. Je vais faire ici avec le stylo. L'adventice qui est ici. Ensuite, on retrouve la partie suivante. On a donc ensuite l'épithélium et donc ici au centre la lumière. Alors, on peut remarquer que cette bronche saine donc, a une lumière ici qui est assez importante, d'accord, donc permettant le passage de l'air inspiré. Alors, j'ai juste ici, voilà. On passe à... Donc là, la première chose, c'est qu'est-ce que la bronchoconstriction? Alors, la bronchoconstriction, on trouve constriction qui vient de contracter. Donc là, en fait, vous avez une bronche avec justement les muscles contractés et on voit ici que la lumière de la bronche est beaucoup plus petite. D'accord? Donc les muscles lisses qui font tout le tour de la bronche se sont contractés. D'accord? Donc le but de la bronchoconstriction, c'est de diminuer le diamètre de la lumière, donc pour expulser l'air. On verra que c'est ce qui se passe aussi dans certaines pathologies, notamment l'asthme. On en reparlera. Alors si on reprend le cours, donc au niveau des bronches et des bronchioles, il y a en plus donc des muscles lisses circulaires qui permettent à ces conduits de faire varier leur diamètre. Donc tout d'abord la bronchoconstriction, qui est donc une diminution du diamètre. Le but, c'est l'expiration. Le but, c'est d'expulser l'air vers l'extérieur. Et à l'opposé, on a donc la bronchodilatation. Donc là, on voit une bronche avec sa lumière qui est en rouge. On a donc cette lumière qui va augmenter et c'est ce qu'on appelle la bronchodilatation. Donc là, la bronchodilatation, on peut compléter, c'est donc l'augmentation du diamètre et elle se fait lors de l'inspiration. Donc le but est de faire rentrer donc l'air dans les voies aériennes. Alors justement, les modifications histologiques entre les bronches et les bronchioles reflètent le changement de leur fonction puisque les bronches n'ont pas les mêmes fonctions que les bronchioles, puisque les bronches sont des voies de conduction de l'air. Donc elles sont là pour amener l'air dans les poumons, alors que les bronchioles sont des zones respiratoires, puisqu'en fait, au bout des bronchioles, vous avez finalement les alvéoles pulmonaires. Donc c'est là où va se passer les échanges des gaz respiratoires entre l'air et le sang. Alors, la partie sur la barrière alvéolo-capillaire, donc là vous avez un schéma assez complet qui vous montre finalement, je vais prendre aussi le stylo,
qui vous montre en fait l'extrémité de l'arbre bronchique, ici avec la bronchiole, et on voit ici donc les alvéoles pulmonaires qui forment des petits sacs. Là, ici, vous avez donc une photo de microscopie, hein, pour voir justement, donc là, vous avez une première alvéole à gauche, vous avez une deuxième alvéole ici, vous avez donc la paroi alvéolo-capillaire, et on voit ici en rouge, en fait, on a le contact, et il y a des vaisseaux sanguins, des capillaires. Donc on a au centre le schéma qui est quand même très important à connaître. On a donc ici une alvéole qui est en coupe, on voit sa structure ici, et on voit son environnement, c'est-à-dire le contact avec un capillaire sanguin, donc qui est représenté ici en rouge. D'accord ? Et donc le rectangle qu'il a en bleu est donc agrandi à droite, et c'est donc ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. Alors elle s'appelle comme ça puisqu'en fait c'est ce qui permet de séparer, d'où le mot de barrière, et alvéolo-capillaire puisqu'elle sépare l'alvéole capillaire, pardon, l'alvéole pulmonaire qui est à gauche et l'intérieur du vaisseau sanguin, donc l'intérieur du capillaire. D'accord ? Et si on regarde en plus grand, c'est que justement cette barrière est très fine, et grâce à cette barrière très fine, les gaz peuvent passer au travers et donc passer du sang à l'air ou de l'air au sang. Alors on va s'arrêter un tout petit peu dans la composition finalement des différentes parties de la barrière alvéolo-capillaire. Tout d'abord, elle est faite, donc d'après son nom, de deux éléments majeurs. Elle est faite de deux parois. Tout d'abord la paroi de l'alvéole capillaire. Donc on verra, hein, les cellules qui constituent, là c'est un pneumocyte de type 1. Et la paroi du capillaire sanguin. Donc ça c'est très très important. Donc les deux éléments qui expliquent finalement son nom, barrière alvéolo-capillaire, c'est la paroi de l'alvéole pulmonaire plus la paroi du capillaire sanguin. Donc si on vous demande de dessiner une barrière alvéolo-capillaire, vous devez dessiner les deux parties de la paroi alvéole et la paroi du capillaire. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, tout d'abord, les alvéoles pulmonaires. Donc, il faut connaître le nom des différentes cellules, les différents éléments. Tout d'abord, en fait, vous allez la représenter en rond, tout d'abord. Ensuite, vous faites une grande cellule comme ça en forme de lune, en forme de croissant. C'est le pneumocyte de type 1, donc c'est lui qui donne la forme de la cellule. Et on a de temps en temps des pneumocytes de type 2. D'accord ? Et ces pneumocytes de type 2 ici, enfin 2, pardon, sont donc, on voit ici en violet les noyaux. Donc ce sont ces cellules qui vont qui vont sécréter le surfactant, hein, qui est donc là, ici, la substance qui est à la surface dans la lumière de l'alvéole pulmonaire. Et on voit ici qu'une alvéole pulmonaire est au contact d'un capillaire sanguin, qui est représenté ici. D'accord ? Et donc on a un macrophage, puisque le macrophage c'est une cellule du système immunitaire qui est là pour éliminer les éventuelles bactéries qui sont arrivées jusque-là. Donc on va compléter donc, le paragraphe qui correspond aux alvéoles pulmonaires. Donc tout d'abord, il y a deux types de cellules. Donc ce sont des cellules épithéliales qui forment la paroi de l'alvéole. Donc on l'a dit, ce sont les cellules qui sont bleues, ce sont les pneumocytes 1. Donc c'est un 1 en chiffre romain. Et on a des cellules qui sont disséminées entre les pneumocytes 1 et qui sécrètent le surfactant, c'est donc les pneumocytes 2. Donc les moins importants ici, hein, c'est que les pneumocytes vont sécréter le surfactant. Et là, on vous dit bien que c'est un liquide qui tapisse la surface interne des alvéoles. Donc le but, c'est de garder les alvéoles ouvertes et permet également à la solubilisation du dioxygène, donc permettant son échange. Et donc les alvéoles sont recouvertes de capillaires sanguins. Donc là, vous n'en avez qu'un qui est représenté, mais évidemment, on peut en représenter un peu tout autour. Donc pour optimiser donc, la surface d'échange. Donc voilà pour les alvéoles pulmonaires. Donc c'est un schéma à savoir à noter et éventuellement à savoir refaire. Les éléments suivants, ce sont les capillaires sanguins. Alors les capillaires sanguins, j'en ai représenté un ici, enfin c'est schématisé ici, on l'a déjà vu en cours d'année. Ce sont donc les plus petits vaisseaux sanguins. Vous avez au centre donc la lumière avec des cellules, des globules rouges et des globules blancs.
Et on voit ici qu'en fait, le capillaire, c'est un vaisseau qui est fait d'une seule couche de cellules. Souvenez-vous, hein, ce sont des cellules épithéliales, qu'on appelle également des cellules endothéliales. Et si on veut justement remplacer ce tissu, on appelle ça l'endothélium capillaire. Donc l'endothélium capillaire se trouve ici. Ce sont des cellules, en fait, on l'a déjà vu, hein, aplaties et qui sont en contact les unes par rapport aux autres. Et enfin, donc la barrière alvéolo-capillaire. Donc là, vous devez retenir que c'est la surface d'échange entre une alvéole pulmonaire et un capillaire sanguin. Donc on l'a en fait ici, si je reprends aussi le stylo. On a ici la barrière. Voilà. Donc là, vous avez la barrière alvéolo-capillaire, puisqu'on a d'un côté en bleu le pneumocyte 1 qui constitue la paroi de l'alvéole, et on a ici en rose la paroi du capillaire, donc l'endothélium capillaire. Ici à gauche, on a le sang et à droite, on a l'air. Et donc, il y a des échanges gazeux entre le sang et l'air, puisque cette barrière alvéolaire est très fine. Alors évidemment, on a la même chose ici. D'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a un contact entre la paroi alvéolaire et la paroi du capillaire, ça constitue donc la paroi alvéolo-capillaire. Alors cette barrière, elle est constituée donc de 4 éléments. Tout d'abord un film de surfactant, d'accord ? Donc le surfactant, il n'est pas représenté ici, mais il est ici, hein, il est vraiment en surface de l'alvéole. Ensuite, une cellule alvéolaire de type pneumocyte 1, donc c'est ce qui est en bleu foncé. La fusion des lames basales du pneumocyte 1 et de la cellule endothéliale du capillaire, donc ça c'est vraiment le lieu où il y a vraiment le contact, ici on voit, hein, entre les deux parois. Et enfin, on a une cellule endothéliale du capillaire sanguin. Donc ça, c'est très important aussi de retenir les différents éléments de la barrière alvéolo-capillaire. Donc là, pour reprendre les éléments importants du cours, donc la barrière alvéolo-capillaire représente l'unité fonctionnelle respiratoire. Elle est caractérisée par, alors c'est écrit 80 mètres carrés, donc là c'est la surface, hein, en mètres carrés. Donc c'est une grande surface d'échange. Et on voit 0,1 à 0,4 micromètres, donc là on est plutôt dans une épaisseur, une surface. Elle a une faible épaisseur. Donc le sang y circule à faible vitesse, donc pression sanguine faible, hein, on est à 1 mm par seconde, alors que dans les artères aortes, le sang circule à 30 cm par seconde. Vous voyez que le sang au niveau des capillaires circule vraiment très lentement. Donc finalement, comme le sang arrive très lentement au niveau des alvéoles, ensuite, il y a une épaisseur très fine et en plus une surface très grande. Donc ces trois paramètres donnent à la barrière alvéolo-capillaire tous les critères, les paramètres qui permettent les échanges des gaz respiratoires entre l'air et le sang. Donc voilà pour cette première vidéo, hein, qui correspond à la première partie du cours. Donc la partie échange des gaz respiratoires se fera dans une seconde vidéo. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à la regarder à nouveau pour compléter votre cours et également pour réviser.